Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc malheureusement cette vidéo elle sera pas très drôle parce que en fait dans cette vidéo je vais vous raconter un événement qui s'est passé on va dire de janvier à février avec la crèche de mon fils. En fait il y a eu de gros problèmes par rapport au fait que je vais vous en parler là. Et donc faut savoir que mon fils a été mis en garde collective à ces 2 mois et demi, donc parce que j'ai dû reprendre le travail directement après mon congé maternité. Et donc, on va dire que pendant ma grossesse, j'ai eu qu'une seule proposition de lieu d'accueil, c'était la micro-crèche. Donc moi, je m'étais pas renseignée auprès de l'assistante maternelle parce que je suis une personne très angoissée et j'avais peur voilà, de tomber sur une personne qui secoue mon fils ou qui va le battre. Et donc, pour toutes ces raisons-là, j'avais décidé de faire appel uniquement à un mode de garde collectif. Et donc, mon fils a été gardé très tôt. Donc, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que mon fils était un bébé très koala, en fait, très collé à moi. Ce qui faisait que pour les siestes, etc., il dormait beaucoup dans mes bras. Au sein aussi, ouais, très souvent, il s'endormait au sein, mais c'était plutôt ce qu'il avait plutôt besoin, qui était vital, limite pour lui, c'était d'être bercé et d'être accompagné vers le sommeil, que ce soit de jour ou de nuit. Donc moi je le savais, lorsque la première fois que j'ai rencontré l'équipe de la crèche et que j'avais rempli le contrat d'engagement, je ne pouvais pas le connaître puisqu'il était encore dans mon ventre, j'étais encore à 7 mois. Donc j'avais bien sûr réservé sa place, mais je ne pouvais pas encore savoir si ce serait adapté à mon enfant. Donc maintenant si c'était à refaire, c'est vrai que j'aurais plutôt décidé dans ce cas-là de renoncer à la place de mon fils. Mais voilà, je ne pouvais pas, j'étais pas du tout dans cette position-là. Et sachant qu'en plus, je devais reprendre absolument après mon congé maternité. Et donc, je savais que la crèche serait un moment un peu difficile pour mon fils parce qu'on était vraiment très fusionnels. Genre tout le temps, papa, maman. Ou voilà, mais très souvent plus maman et le sein de maman. Donc, mais bon, je me suis dit, il y a plusieurs parents qui le font chaque année, chaque mois, chaque jour, de déposer leur enfant dans un mode d'accueil collectif. Comme une crèche, déjà les crèches sont grandes, mais une micro-crèche, ils sont 11 enfants pour 4 professionnels de la petite enfance. Donc je me suis dit, ça devrait être quand même assez royal, dans le sens où j'avais pas non plus à faire face à ma crainte de laisser une personne toute seule, c'est-à-dire que si elle est débordée, elle peut être plus... elle peut pas être épaulée, quoi. Elle peut pas trouver de relais, puisqu'elle est toute seule à gérer les enfants. Et s'ils sont 4, vous imaginez, ça peut être des fois compliqué dans les situations où tous pleurent en même temps. Je me suis dit, une micro-crèche, c'est bien parce qu'il y a l'histoire de relais. Mais en fait, il faut savoir que tous les modes de garde ont tous des inconvénients. Et là, je vais vous en parler d'un qui est quand même... qui est quand même la raison pour laquelle mon fils n'a plus été gardé à partir de ses 6 mois dans cette micro-crèche. Parce que comme ça date quand même de janvier, février et que là on est en juillet, j'avais déjà décidé de laisser passer du temps parce que si je vous avais fait la vidéo directement à chaque fois que il y avait des péripéties dans cette histoire, j'allais pas du tout avoir de recul, j'allais pas pouvoir vous en parler aussi calmement que là, j'allais être très énervée, j'allais pas peser mes mots. Et je préfère vraiment vous donner un retour d'expérience pour que ça puisse vous servir vous en tant que parent, plutôt que de cracher mon ressenti ou de vous donner simplement ma vision des choses sans qu'il y ait quelque chose à en tirer. Là pour le coup, j'ai des conseils à vous donner à la fin, donc il y a une morale entre guillemets derrière cette story time qui pourrait vous être utile. Donc voilà, tout a commencé lorsqu'on est arrivé à l'improviste pour chercher notre fils, donc Anthony et moi, donc le papa de mon fils. On est parti à l'improviste, on est arrivé à l'improviste à la crèche chercher notre fils. En fait, en décembre, on a su que la responsable technique, on va dire, donc la directrice de la crèche, allait quitter la crèche, donc ne serait pas là en janvier. Ce qu'on ne savait pas, c'est que pendant 1 mois, du coup, la crèche allait se retrouver sans référent technique, donc sans, on va dire, chef d'équipe qui chapeaute un peu et qui prend les décisions, etc. pour l'équipe. Sans manager direct, parce qu'il y a le directeur de la crèche qui lui est tout le temps dans son bureau et qui fait vraiment beaucoup d'administratifs et de règlements de contrats, etc. Donc pendant 1 mois, en fait, on ne savait pas qu'on se retrouverait sans interlocuteur principal pour régler quelconque problème. Donc on est arrivé à la crèche et stupeur, en fait, on voit que notre fils est déposé sur un transat avec un chiffon posé sur la tête comme ça. Je vais vous en chercher un. Donc si vous voulez, vous arrivez, vous rentrez du travail, vous avez hâte de retrouver votre fils et ce que vous voyez, c'est votre fils dans un coin d'une pièce avec un chiffon comme ça. Et quand je vous dis comme ça, c'est vraiment pour dire le front jusqu'au menton. Donc pas juste les yeux, pas juste la bouche ou que sais-je.
vraiment tout le visage, qui est endormi dans un coin d'une pièce. Donc moi en fait, si vous voulez, donc pour la crèche à chaque fois, donc il faut arriver 5 minutes avant parce qu'ils nous font la transmission de la journée pour nous dire ils nous disent exactement les horaires où l'enfant a dormi, quand il a mangé, etc. Et en fait, la dame était en train de parler avec une autre personne avant moi, si bien que là, j'ai même pas pu la laisser terminer. Je lui ai dit, excusez-moi, mon fils, il est derrière vous avec un chiffon sur la tête. Elle me dit non, mais... Alors, la dame qui était là, en fait, elle était revenue de son congé maternité. Donc, elle me dit non, mais en fait, c'est vrai que moi, la dernière fois, quand je suis revenue, j'ai vu qu'il faisait ça et ça m'avait surprise. Et je leur ai demandé est-ce qu'il arrivait à respirer comme ça. Ils m'ont dit oui, donc voilà. J'ai dit, moi, ça me convient pas, moi, on m'a jamais demandé que... J'ai dit, mais attendez, moi, on m'a jamais rien demandé, en fait. Donc, j'ai jamais donné mon accord pour ça. Donc, il y a une dame qui vient, une des responsables, on va dire, de tout ça, qui vient et qui me dit... non, mais c'est un truc que vous faisiez chez vous. Je dis, attendez, quand je suis arrivée ici, quand j'ai signé le contrat, donc c'est-à-dire que mon fils était quand même né, je vous ai bien précisé que mon fils était un bébé qu'on endormait à bras, que j'arrivais pas à le poser moi-même pour l'endormissement, etc. Donc vous allez me dire que c'est moi qui ai sorti cette histoire de chiffon pour le faire dormir, alors que j'arrivais même pas à le laisser loin de moi. J'ai dit, maman, elle a bientôt fini, bébé. Et en fait... là, je me suis dit, déjà, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Anthony, il était déjà super énervé. On s'est dit, ils ont le bénéfice du doute. Peut-être qu'il y a une mauvaise transmission des idées, sachant qu'il n'y avait plus cette fameuse référente technique pour en parler. Donc, voilà. Maintenant, on leur a dit, ça ne va pas se repasser, a priori. Et en fait, à tout à l'heure. Avec sa patate. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette dame-là, tu vois, la première personne qui nous en a parlé, en fait, elle-même, elle disait qu'elle avait été choquée de voir ça. Et qu'on lui avait dit que non, il arrivait à respirer parce qu'il mettait que sur les yeux, etc. Donc l'autre personne qui était, on va dire, je pense que c'est elle qui est la pionnière de cette méthode d'endormissement qui était inconnue au bataillon, qui me disait, mais non, c'est vous qui avez accepté, apparemment c'est quelque chose que vous faisiez chez vous, alors que bien sûr, sachant tous ces éléments-là, et d'ailleurs que je les avais communiqués, ça pouvait pas être quelque chose qui venait de nous. Donc ok, on leur laisse le bénéfice du doute. Sauf que les autres fois où je viens, en fait, je le trouvais pas endormi. Donc en fait, au final, je pouvais pas savoir. Mais par contre, il s'est passé une semaine et en fait, je le retrouve encore de nouveau avec un chiffon sur la tête et sur le transat. Donc là, ça commence à monter, sachant qu'en plus, mon fils était en train d'hurler. Donc ils étaient là en train de parler, blablabla, pendant que mon fils était derrière. Encore, vous voyez, je peux vous dire, c'est assez compliqué parce que c'est un mode de garde collectif. Donc effectivement, ils peuvent pas faire non plus de garde individuelle. Ils peuvent pas s'occuper beaucoup de bercer mon fils pour l'endormir. Mais par contre, le seul truc sur lequel je restais intransigeante, mais vraiment intransigeante, c'était sur ce chiffon sur la tête. C'était pas possible. Pour moi, c'était... En fait, quand je voyais mon fils, c'est horrible à dire, mais je voyais comme la mort, en fait, au-dessus de sa tête. Je me disais, mais c'est pas possible. Chez moi, je fais tout en sorte pour qu'il évite la mort subite du nourrisson. Je dors à moitié parce que j'ai peur qu'il s'étouffe, qu'il régurgite, sachant que mon fils avait beaucoup de reflux à ce moment-là. Donc, vous imaginez bien que s'il voit même pas sa tête et que, à force de pleurer, en fait, mon fils, quand il pleurait, il y avait beaucoup de morts. Enfin, voilà, les parents doivent savoir ce que c'est. Il était vraiment très, très nerveux. S'il était triste et pas consolé à temps, il suffisait qu'il régurgite à ce moment-là et qu'il s'étouffe dans son vomi. Ça y est, les personnes, ils allaient juste me dire désolé, si seulement on avait su, mais mon enfant, vous allez pas... Elle a continué à dire aux personnes qu'on voulait pas le retrouver comme ça. Elles arrêtaient pas de nous dire ouais, non, mais je vous assure qu'on nous avait dit finalement que vous aviez accepté. En fait, c'était trop bizarre parce qu'en fait, quand je réalise, elles étaient que 4, donc, dont une personne qui n'était pas là parce que c'est la référente technique. Donc en fait, elles étaient 3. Elles pouvaient très bien se passer les infos, sachant qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive, elles étaient au moins 2. Donc en fait, au final, on avait passé l'info à tout le monde. C'est juste que, en fait, le truc qui était assez compliqué, c'est comme on parlait pas tout le temps à la même personne pour le suivi pour rechercher notre fils, à chaque fois on y croyait, qu'on nous disait non mais c'est bon, elle m'a pas passé l'info, etc., etc. Ok, passe une semaine, passe 2 semaines, passe 3 semaines, et là ça commençait vraiment à chauffer quoi. Et là on disait non mais c'est... En fait on a répété tout le temps la même chose, si bien que quand même la 3e semaine, la dame a dit non mais en même temps votre fils c'est difficile de l'endormir, etc. Ouais c'est assez galère. Moi je dis bah ok très bien, je comprends ce que vous voulez dire. Moi je suis totalement opposée au fait de laisser pleurer l'enfant dans le lit, mais si vous estimez que c'est la seule solution dans ce mode d'accueil que vous avez, alors dans ce cas-là, je préfère que vous le mettiez en sécurité dans son lit à barreaux, que vous le berciez si vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas, que vous puissiez le déposer dans le lit à barreaux le temps de vous occuper des autres enfants et ensuite de le prendre pour le bercer, sachant qu'en plus, elle me disait qu'elle faisait en sorte, parce que mon fils avait des horaires, en fait, il y avait plutôt des plus de 1 an, c'est-à-dire qu'il était plus régulier, enfin...
réguliers dans leur sommeil que mon fils, mais mon fils pouvait dormir n'importe quand, c'est-à-dire qu'il prenait son biberon, il pouvait dormir quoi. Donc en fait, en général, il était seul dans la chambre où normalement il y avait 3 lits. C'est ce qu'elle m'avait dit, 3 lits à barreaux. Donc finalement, je me disais, bon, bah, alors dans ce cas-là, vous pouvez peut-être le poser le temps de vous occuper des autres. Et puis ensuite, voilà. Et puis ça, c'était 3. Donc vraiment quelque chose que j'avais eu du mal à comprendre. Et là ça a commencé à plus aller du tout, quoi. Ça a commencé vraiment à plus aller. Et donc là, je commençais à déjà me renseigner auprès des assistantes maternelles. Et en fait, je suis allée même dans un lieu d'accueil parents-enfants pour la première fois. Je suis allée dans un café parents. Et dans ce café parents, la psychologue nous a dit finalement que si... on discutait avec elle, on lui a parlé des problèmes qu'on peut rencontrer, notamment avec le sommeil de notre fils à la microcrèche. Parce qu'à la maison, ça allait de plus en plus, on pouvait le poser, etc. Donc peut-être pas dans le lit à barreaux, mais on pouvait le poser sur le lit, etc. Il commençait quand même à avoir 4 mois, donc ça commençait plus à se faire, en fait, l'absence de besoin continu de contact. Donc la psychologue nous disait, bon, pas besoin d'être radical non plus, il faudrait essayer de voir si avec le directeur, donc on va dire administratif de la crèche, il n'y avait pas des solutions à avoir. Il faudrait aussi voir pourquoi il n'y a pas de directrice technique, parce que le problème vient aussi de là. Peut-être que elles n'arrivent pas à prendre de décisions ensemble, puisque normalement c'est une décision hiérarchique, on va dire, que peut-être que ça a été institué par elle parce qu'elle ne savait pas comment faire. Puis voilà, en gros, il fallait peut-être privilégier le dialogue. Donc nous, on s'est dit, ok, bon, bah, faut savoir que ça faisait quand même déjà 4 semaines que mon fils se retrouvait dans cette situation, que j'avais la boule au ventre et que j'avais vraiment la boule au ventre de le déposer à la crèche. Le papa, pareil, souvent, c'est lui qui allait le chercher. Donc c'était vraiment assez angoissant, on ne savait pas comment on allait le retrouver, quoi. Et il faut savoir que les rapports étaient devenus assez tendus avec la crèche, puisque, avant, moi, je les appréciais vraiment. J'appréciais bien l'équipe. Et puis là, de voir que notre parole n'était vraiment pas pris en compte et qu'on ne proposait aucune solution, ça a tué ma confiance en eux, en fait. Et en fait, donc là, on était à la 4e semaine. Donc on arrive c'est la première semaine de février. Il y a, du coup, une nouvelle directrice technique qui arrive. Donc juste petite parenthèse, la première directrice technique, c'était vraiment une personne qui nous a convaincus, en fait, qui nous a séduites, dans le sens où... dès qu'elle a vu Eden, elle lui parlait beaucoup, elle s'adressait à lui, alors qu'il était tout petit encore. La première fois qu'elle l'a vu, il avait 1 mois, même pas. Elle était pour le portage, donc si jamais ça allait pas et qu'ils avaient vraiment besoin de s'occuper plus des autres, elle le mettait en écharpe. Donc même si c'est pas quelque chose que je demandais, ça. Donc voilà, bien sûr que ça a influencé sur ma manière de voir en général, et je dirais même qu'il y avait deux personnes qui travaillaient dans l'équipe, en fait, que j'appréciais beaucoup, en qui j'avais placé ma confiance, mais qui ont quitté l'équipe avant janvier. Donc voilà, pour vous dire. Donc il y a eu un renouvellement de l'équipe. Et donc voilà, ça c'est juste pour faire une parenthèse pour expliquer le contexte. Donc cette nouvelle personne qui arrive, en fait, elle avait vraiment une voix, vous savez, une voix hyper douce. En fait, une voix où on va vous parler comme ça. On va vous dire comme ça. En fait, c'était une voix de la bienveillance, mais je sais pas comment vous l'expliquer. C'était une bienveillance que je n'arrivais pas à ressentir. J'avais l'impression que c'était quelque chose qu'elle avait appris dans ses formations, ses manières de parler, etc., aux parents, etc. Mais je ne voyais rien de doux, en fait, en elle. C'est trop bizarre, mais j'avais l'impression que c'était faux. Voilà, ça sonnait faux. C'était une voix comme si moi je pourrais vous en sortir une là tout de suite, mais j'allais vous endormir. C'était une voix, je pense, pour endormir les esprits, pour donner une fausse confiance. Et ça, j'ai pas trop apprécié. Donc déjà, niveau feeling, ça n'allait pas. Mais je restais quand même très courtoise dans le sens où elle venait d'arriver. Et je voulais bien qu'on trouve une solution donc, pour ce mode de sommeil. Donc dès qu'elle est arrivée, la première des choses qu'elle a faites, c'est se présenter. Donc dire qu'elle avait besoin de certaines infos sur Eden, etc. Savoir comment il dormait à la maison. Je lui ai expliqué que mon fils dormait le soir, il dormait encore avec nous en cododo. Et que la journée, il pouvait parfois s'assoupir sur le lit ou sur le canapé, mais encore beaucoup dans nos bras. Et en fait, je lui disais que ça pouvait être... c'était, je pense, un souci ici, puisque là, je lui en ai parlé de tout ce qui se passait avec le sommeil et que moi, j'en pouvais plus. Donc, j'aimerais bien qu'on trouve une solution, mais pas une solution juste « Ah, ok, on va le faire plus tard » et de rien écrire sur les cahiers, mais vraiment trouver une solution durable, quoi. Parce que mon fils, ça me fait mal qu'il soit dans ces situations. Et elle, en fait, elle me disait... Elle avait l'air très à l'écoute, comme je vous disais, avec une voix bienveillante. « Ah, ok. Ah, génial. Ok. Waouh, ouais. » Et en fait, ça nous endort beaucoup parce que du coup, on a placé notre confiance, on a essayé, entre guillemets, moi, c'était pas total, on a essayé de lui placer notre confiance en se disant, elle va faire changer les choses. Le soir qui suit, ça loupe pas, on le trouve encore avec un chiffon sur la tête, sauf que cette fois, il y a une directrice technique qui est là. Donc là, on lui dit, écoutez, on a déjà dit à votre équipe que nous, on veut pas, on en a marre de le répéter, ça commence à bien faire, faut qu'on arrête, quoi.
Donc elle me dit ah mais il faudrait qu'on trouve une solution dans ce cas-là, on va essayer de voir un truc ensemble. Est-ce que vous pouvez me laisser donc demain matin une couette, un doudou à Eden qui aurait peut-être votre odeur ou celui qu'il a l'habitude d'avoir. Mon fils n'a pas de doudou ni de tétine en soi, mais ça pouvait être une solution quoi. Donc je me suis dit bon bah si c'est histoire de l'odeur, moi je veux bien le ramener pour que vous puissiez essayer je ne sais quelle méthode, mais en tout cas que ça n'inclut pas quelque chose de dangereux quoi. Si c'est juste pour un repère qui puisse le tenir, etc., ben moi je veux bien faire en sorte qu'il ait quelque chose pour se sentir bien, comme tout parent. Et en fait, le soir même où je l'ai ramené, toutes les choses dont elle m'a parlé, donc en fait, c'est des choses que j'avais toujours sur siège auto avec lui. Donc quand je l'ai ramené, j'ai déposé siège auto et en même temps, j'ai déposé ça. Et elle avait l'air toute gentille, oui, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution. En fait, ça fait. Là, ça m'a vraiment. En fait, c'est le papa qui est arrivé ce soir-là et qui a trouvé notre fils avec la couverture du coup de là jusqu'au pied. Il était allongé sur transat, notre fils, avec la couverture qui lui cachait la tête aux pieds. Et il dormait comme ça. Le fait de... Enfin, je me rappelle encore quand il m'a appelé et comment il était choqué et triste de voir que, en fait, même cette dame-là, en fait, elle fait quelque chose même de pire, en fait. Elle a mis une couverture, il faut savoir, c'était une couverture polaire, où il y avait écrit le nom de notre fils, etc. Donc c'est une couverture qu'on aimait beaucoup. Aujourd'hui, cette couverture, on ne l'utilise même plus pour vous dire tellement ça nous a choqués. Enfin, je peux pas comprendre comment on peut faire ça à l'enfant d'autrui, sachant qu'en plus les parents vous ont expliqué les inquiétudes, qu'on vous a dit que c'est quelque chose qu'on voulait pas du tout mettre en place, qu'il y a certains parents qui laissent les enfants dormir avec les doudous, ça c'est leur dos, mais pas nous. Et donc c'est vraiment là où, comme je vous dirais, c'était plus une histoire simplement d'argument, c'est plus une histoire de vas-y on va essayer de voir s'ils vont comprendre les choses, de discussion. Là c'était une histoire dont on voulait retirer notre fils tout de suite de cette crèche et qu'on sentait vraiment qu'il n'était plus en sécurité. C'est là où quand même la dame a commencé à réaliser entre guillemets que ça n'allait pas, puisque le fait de voir que nous en fait on était super tendus quoi. Quand on revenait on était vraiment sur la défensive, tout en restant courtois, mais c'est juste qu'avant je pouvais discuter avec eux, leur faire des sourires, mais là c'était même pas, je leur lançais un regard en fait, c'est que je récupérais mon fils et que je voulais partir. Sauf y a quand même 2 personnes de la crèche que j'aimais vraiment bien, qui avaient l'air plutôt d'être forcées entre guillemets à faire ce qu'elles faisaient, on va dire, enfin je sais pas si elles le faisaient, mais en tout cas à ne pas donner leurs mots. Et cette personne-là, juste par respect pour elle, je continue à leur parler normalement. Mais pour les autres, je pensais vraiment jusqu'à partir, on commençait à beaucoup se renseigner pour les assistantes maternelles et changer de mode de garde. Mais c'est quelque chose qui se fait pas en une seconde. Donc comme Anthony était en fin de contrat un CDD, il n'a pas re-signé son CDD. D'ailleurs on a été dans la merde parce que du coup pendant 4 mois il s'est retrouvé sans rien. Et par la suite il a été au chômage pour rechercher un nouvel emploi. Et dans l'entre-deux, en fait, le temps qu'il fasse les démarches pour chercher des formations, etc., il a pu garder notre fils. Enfin, et bon bref, heureusement le confinement est bien tombé parce que c'était de mars jusqu'à mai. Enfin, donc en fait ça a couvert une partie de cette période où en fait on aurait dû absolument trouver un mode de garde. Donc c'est le hasard qui l'a fait et Dieu est grand, donc c'est bien tombé. Tout ça pour dire voilà que donc cette personne-là, elle nous a vraiment... j'avais mal... Enfin vous voyez, j'avais, comme je vous dis, ce feeling où c'était faux en fait, c'était du faux. Genre sa manière d'être compréhensive, etc. C'était du faux et j'ai bien fait de le ressentir. Puisqu'effectivement, si elle a fait quelque chose même de encore pire que ses collègues, c'est vraiment que la personne, elle se foutait de nous quand elle faisait comme si elle allait essayer d'arranger les choses alors que pas du tout. Donc c'est venu jusqu'aux oreilles du directeur. Donc le directeur a pris connaissance de tout ça enfin. Sachant que, comme je vous avais dit, pendant 1 mois, en fait, il n'y a eu aucune réaction même de sa part, ni de l'équipe, ni quoi. C'est en fait la directrice technique qui a fini par lui en parler. Donc ça, c'est, on va dire, la 2e semaine de février. Le directeur... dans la première semaine de février, en fait, ça s'est passé très vite. Le directeur a fini par m'appeler et me dire « Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. C'est anormal que l'équipe ait pu faire ça. Vraiment, je prends en compte vos inquiétudes et je comprends pourquoi vous êtes remonté parce que même en tant que parent, même avant d'être directeur, je suis avant tout parent et je trouve que c'est anormal ce qui s'est passé quoi. Ça me laisse perplexe, c'est vraiment pas vous. Et en plus, il revenait sur ça. Vous êtes sûr que c'est pas vous qui avez dit qu'il fallait faire ça ? Et moi, je lui ai dit Yanni, non, ce n'est pas nous. De toute façon, on a échangé qu'avec vous sur les habitudes de notre fils et avec l'ancienne directrice technique, donc ce n'est pas nous. Je le répétais bien. Mais en fait, il m'avait appelé en fin de journée et je sais que en fait.
quand je lui parlais, je me disais vraiment, bon, bah, le pauvre monsieur, je vais pas lui en vouloir parce que lui, il n'y est pour rien si son équipe sur place, elle fait n'importe quoi comme ça. Parce que vraiment, quand il me parlait au téléphone, il me disait vraiment que lui, il était très surpris, très choqué, que c'était anormal, qu'il allait leur en parler, qu'il allait faire une réunion d'urgence et tout, etc. Je me suis dit, bon, bah, ça va faire changer les choses. Et là, Anthony, lui, il voulait déjà plus qu'on mette notre fils là-bas. Il voulait quand même qu'on arrête. Et puis moi, je me dis, non, mais attends, le directeur va quand même prendre les choses en main. C'est lui qui a le dernier mot, de toute façon. Donc, il va faire en sorte que ça s'arrange, quoi. Et que je pense que c'est parce que pendant un mois, ils n'avaient personne pour chapeauter, que c'est un peu parti en freestyle. Enfin, vous voyez, j'avais beaucoup d'empathie pour ce pauvre monsieur. Je me suis dit, bon, bah, je vais pas lui retirer comme ça mon fils de la crèche, alors que lui, il essaye de trouver des solutions. Et qu'avant ça allait bien, quoi. Avant ça, j'entendais pas de... J'avais pas eu écho de ce genre de choses. Et donc voilà, il nous a dit, bon, bah, faudrait quand même qu'on en reparle, qu'on se rappelle et un autre moment. Donc la semaine d'après, on voit que la directrice technique, elle met plus d'eau dans son vin. Du coup, elle me dit, bah, dans ce cas-là, pour ce qui s'est passé la dernière fois, on s'est mal compris. Comme si c'était moi qui avais dit quelque chose de rien à voir. Enfin, elle disait, oui, on s'est mal compris, j'ai peut-être mal compris votre demande. Alors que c'était très clair, on est deux en plus. Donc c'est pas genre deux, on allait être flou. Non, on était très clairs tous les deux. Mais bon, c'était un peu genre, oui, mais de toute façon, vous avez peut-être pas été assez précise dans ce que vous attendiez. Enfin bref. Donc elle commence à le mettre dans le lit à barreaux. Moi, à chaque fois qu'on arrive, il hurle. Mais moi, franchement, sur ce niveau-là, je disais rien parce que je savais que dans les crèches, dans tous les cas, la plupart du temps, ils allaient faire ça. Donc laisser l'enfant dans le lit et pleurer. Même si ça me fait mal à mon cœur de maman, c'est pas quelque chose que je pouvais leur reprocher sur le papier en termes de sécurité pour la santé de mon fils, si ce n'est la sécurité affective. Mais là, je me disais, bon, bah, je préférais le retrouver comme ça, et même si ça me faisait très mal au cœur, je préférais le retrouver comme ça dans son lit à barreaux, plutôt qu'avec un chiffon sur la tête, avec tous les risques de mort de subite. Mais ça a juste duré 2 jours. Donc dans cette deuxième semaine de février, ça a juste duré 2 jours parce qu'au final, le jour d'après, pareil, Anthony, il arrive et il retrouve Eden avec un chiffon sur la tête dans un transat. Donc là, il s'est vraiment, par contre, il s'est vraiment dit, c'est mort, on va l'enlever. En fait, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas du tout. Je veux pas que ça se passe comme ça, quoi. Donc en plus, la dame qui était là, donc je vais l'appeler comment, Glaive, vas-y, je vais l'appeler Glaive. Glaive, elle était en mode la dernière fois, vous avez déposé votre fils, il avait la couche pleine de caca, la prochaine fois, vous le changez. Hein. Genre, elle lui parlait grave mal, alors qu'en fait, mon fils, il était dans la voiture et c'est moi qui le dépose le matin. Si dans la voiture, il a fait caca et que je l'ai déposé, c'est pas mon dos. Genre, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, en fait? Donc, moi, je l'ai déposé comme d'habitude. Il est nettoyé, mon fils, il est lavé, en fait. Donc, dans tous les cas, je m'en occupais bien. Mais c'était vraiment beaucoup de reproches, genre, de toute façon, votre fils... il est pas bien. Donc ce jour-là, en fait, Anthony, quand il était arrivé, je crois qu'il avait oublié un truc. Je sais plus, un biberon peut-être qu'on avait récupéré à la maison. Enfin bref, il avait dû faire un aller-retour. Et en fait, quand il est revenu, il y avait... donc tous les enfants étaient à la sieste en train de dormir. Sauf que Eden, quand il est revenu, il était tout seul dans un transat, encore dans le coin du mur. Donc là, il n'y avait pas de chiffon sur la tête. Par contre, il était en train d'hurler à la mort, au point d'être rouge, quoi. Il était en train d'hurler. Et en fait, la petite, on va dire, Glaive, elle était dans un coin de la cuisine en train de se faire son sandwich et de manger. Donc lui, il a dit, pardon, écoutez, c'est pas normal ce qui se passe là. Mon fils, quand je vous le dépose, vous êtes censé être apte à prendre vos fonctions, donc vous êtes censé vous occuper de lui, puisque moi, je paye pour un mode de garde. Je paye pas pour que vous fassiez votre pause du midi. Donc là, vraiment, il était énervé, quoi. Et elle disait, oui, mais écoutez, votre fils, en même temps, il fait que pleurer. Moi aussi, j'ai besoin de manger. Moi aussi, je suis fatiguée. Moi, vous savez pas ce que je fais chez moi et tout. Je dis, mais écoutez, madame, c'est votre métier. Moi, quand je vais chez moi au travail, il travaille dans la restauration, je vais pas me prendre un sandwich et dire je vais pas dire à mon chef, j'ai besoin de manger, alors que c'est mes heures de travail, en fait. Vous avez des heures de pause, vous avez des heures de travail. Et elle disait, ouais, mais de toute façon, en même temps, c'est votre fils, il est impossible à calmer, il veut toujours être bercé, etc. Moi, j'ai besoin de temps pour manger et tout. Donc il dit, écoutez madame, là ce que vous faites là c'est pas normal. Moi je suis dans mon droit d'appeler quelqu'un de l'inspection du travail qui vient de faire une visite et voir si vous êtes aux normes par rapport à vos obligations professionnelles. Et elle dit, bah de toute façon vous avez qu'à appeler n'importe qui, l'inspecteur du travail ou quoi. Si on a décidé de mettre en place cette manière d'endormissement, on va continuer. Et dit, ah ouais, vous êtes sûr, vous allez continuer? Ouais, on va continuer, il n'y a pas de souci, peu importe, vous pouvez appeler qui vous voulez, ça changera jamais, il sera toujours traité comme ça votre fils. Mon mari, quand même, parce qu'il n'avait pas réussi à m'avoir et qu'il ne voulait pas prendre une décision radicale tout de suite sans m'en avertir, il m'a laissé un long message vocal pour m'expliquer ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'Eden était resté à la crèche, mais que si je voulais prendre Eden, il fallait que je le fasse aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, en fait, il me disait qu'il ne déposerait jamais Eden.
dans cette crèche, jamais. Donc il ne le remettrait plus un seul jour. Ça, c'était sa décision qu'il m'a laissé par un message vocal. Et franchement, j'ai écouté ce message, mais un peu tard parce que j'étais prise par le travail. Je l'ai écouté à 15h. Et pendant 1 heure, ça me trottait de me dire, purée, les mots de cette dame, de dire, peu importe, vous pouvez appeler qui vous voulez, si on a envie de mettre en place cette méthode éducative, on va continuer. Ça m'a transpercée. Et pendant 1 heure, j'étais totalement contre-productive, j'arrivais à rien. Donc j'ai dû aller voir ma chef de service et lui dire, bah écoutez, normalement je dois partir à 17h, mais là, exceptionnellement, j'aimerais bien partir à 16h pour aller chercher mon fils, parce que là, je suis vraiment inquiète, même pour sa sécurité ou son intégrité là-bas, parce que ces mots-là, ça passe pas, quoi. Ça passe pas, je peux pas laisser mon fils là-bas. Et en fait, donc là, j'ai vite pris ma voiture et heureusement, ma chef de service a été très compréhensive et je suis partie chercher mon fils. Normalement, il devait finir à 18h30, me semble-t-il. Et quand je suis arrivée, en fait, il y avait la référente technique qui était là. Et elle faisait écran avec la fameuse glaive qui avait tenu ces propos-là, exprès pour pas qu'elle parle, en fait. Donc, parce que je pense qu'elle a compris que cette meuf, plus elle parlait, plus elle se tirait une balle dans le pied. Donc, elle faisait écran pour pas qu'on se parle ni qu'on se voit. Et elle a tout de suite dit oui, tout à l'heure il y a eu un épisode de désaccord entre votre mari et une de nos collègues, donc on est désolé, hein, comme d'habitude, la meuf bienveillante et compréhensive, bla bla bla. Donc on vous propose un rendez-vous avec le directeur et moi-même la semaine prochaine pour en parler, etc. Donc moi j'ai dit, écoutez, j'essayais quand même de me dire qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Parce qu'en parlant avec la psychologue, elle m'avait dit qu'il ne faut jamais partir de manière dispute, il faut essayer de savoir qu'est-ce que l'autre a à vous proposer. Donc ne mettez pas en posture de conflit parce que vous ne pourrez pas savoir ce que l'autre pourrait proposer pour sortir d'un problème. Je leur ai quand même spécifié que mon mari ne voudrait plus remettre Eden dans la crèche, mais qu'on allait en discuter, on allait en parler pour voir à l'issue de la discussion avec le directeur quelles sanctions ou quelles mesures seraient prises pour éviter que cela puisse se reproduire, même avec nous, avec quelqu'un autre famille. Et donc j'ai récupéré mon fils. En plus, il était encore en train de pleurer dans son lit à barreaux. Et en le prenant, j'avais une sensation de soulagement. Pour vous dire que pendant ces 1h30, le temps que je fasse la route et que je quitte mon travail, j'étais tellement angoissée, j'avais le cœur qui battait à 100 000 à l'heure. Vous avez l'impression comme si vous avez... Enfin, je trahissais mon enfant en le déposant là-bas. Et je voulais plus du tout avoir à vivre ça de toute façon. Donc je suis rentrée avec mon fils. On a attendu la fameuse semaine où on pourrait avoir le directeur de la crèche, enfin le voir, en pensant que ça pourrait résoudre pas mal de problèmes et élucider des points assez obscurs, comme pourquoi le chiffon tenait sur sa tête alors que mon fils savait enlever des choses sur sa tête. D'autres points aussi, comme quand est-ce que ça a commencé, qui a pris la décision, pourquoi on n'en a pas été informé, est-ce que vous avez des traces écrites dans vos carnets, dans vos trucs qui pourraient nous aider à comprendre en fait. Et voilà. Donc en fait, est venu ce mercredi 12 février, où on a eu rendez-vous avec le directeur de la microcrèche et la directrice technique, comme elle se présentait. C'était assez glacial. Donc en fait, mon fils était gardé par ma sœur, parce que je voulais pas qu'il soit au milieu de cette discussion. Je voulais plus qu'il rentre dans cette crèche. Et le papa aussi. Donc on discutait avec le directeur et la directrice technique, en essayant justement de faire remonter ces questions-là. Bien sûr, la position de la microcrèche était beaucoup de s'excuser, de dire que c'était pas normal ce qui se passait. Enfin, ça, c'était le directeur de la crèche qui était beaucoup en train de s'excuser, de dire que c'était anormal. Par contre, la directrice technique est restée assez silencieuse. Ça se voyait qu'elle n'était pas d'accord et ça se voyait qu'elle était forcée d'être là et de s'excuser. Et ça se voyait qu'elle n'était pas du tout d'accord avec. Donc, la directrice technique a parlé très peu. Elle parlait vraiment très peu. Le directeur, sa position, c'était vraiment de s'excuser. Et de l'autre côté, la directrice technique, c'était... Alors, le seul moment pratiquement où elle a parlé, c'était pour poser des questions, genre, est-ce que Eden va revenir à la crèche? On était en mode, on va vous donner une réponse après cette réunion. Et là, j'ai posé une question. Donc, comme je vous ai dit, la question qui m'intéressait beaucoup, c'est... Mais c'est bizarre quand même. Eden, depuis au moins ces 4 mois, il s'est retiré les choses sur sa tête. On a d'ailleurs des justifications, des preuves par rapport au suivi pédiatrique de notre enfant, qui savait retirer les choses sur sa tête. On ne comprend pas comment le chiffon n'a pas pu être enlevé de sa tête, quoi. Et en fait, Anthony et moi, on avait déjà aperçu, au moment où de l'enlever, en fait, qu'elles enlevaient un nœud, quoi. On lui dit, écoutez, moi, je voulais que ça sorte d'elle, en fait. Qu'elles disent, en fait, oui, votre enfant, il s'était attaché, quoi. On avait vu de nos propres yeux enlever, quoi. Et en fait, là, elle était grave sur la défensive. Là,
commence à rire jaune. Elle fait par contre, je peux pas vous laisser dire que votre fils, on a attaché le chiffon sur la tête. On était toujours à côté. Il était toujours en sécurité. Je dis mais pourquoi? Alors pourquoi c'est bizarre, hein, vous étiez toujours en sécurité à côté, mais pourquoi quand on arrivait, il était toujours seul dans un coin de la crèche avec un chiffon sur la tête qui bougeait pas. Et quand même, il y a pas mal de fois où on est arrivé, il était en train d'hurler. Il était en train d'hurler et de se débattre. Mais vous allez me dire qu'il savait pas tirer le truc alors que chez nous, il savait tirer les choses, même une couette de sa tête, il savait le faire. Et là, il pouvait pas. Donc, je sais pas, on posait la question, quoi. Et là, elle était sur la défensive. Non, c'était un truc sécuritaire, on était à côté, non, non, non. On n'est pas allé plus loin. Moi, j'ai eu la réponse que je voulais. J'ai regardé mon mari. Il me regardait même pas. Je voyais que, en fait, parce que juste avant, je lui ai dit, peu importe ce que tu penses, tu restes neutre. Enfin, tu restes neutre. Faut pas que tu partes dans une dispute parce que les gens vont s'en servir contre toi, contre nous. Donc, si tu as quelque chose de mauvais à dire, ben, tu le gardes pour toi et tu dis rien au pire. Et donc, je le regardais, j'ai compris parce que je le voyais qu'il était en train de bouillonner. J'ai compris que c'était vraiment mort. Genre, peu importe, même si l'équipe. Enfin, par exemple, la personne était mise à pied ou autre, je sais que peu importe, il ne voudrait pas en fait, il ne voudrait pas laisser notre fils. Donc moi, je me suis dit, bon, j'ai écouté comme la pédiatre nous l'avait dit de faire, je me suis mis en posture d'écoute, pas de défense, on va dire. Et mais malgré ça, ils ne m'ont pas convaincue. Et je suis restée sur ma faim, entre guillemets, de satisfaction, de me dire qu'on avait vraiment pris en compte notre parole, etc. Et en fait, donc, le directeur de la crèche commençait à nous dire, oui, mais si jamais vous voulez retirer votre enfant, parce qu'en fait, normalement, on a 2 mois de préavis, sinon on paye. On paye les 2 mois, donc les 2 derniers mois. Et donc, il dit oui, mais pour les 2 mois de préavis, ce qu'on va faire, c'est que si on trouve une autre place aux heures de votre fils, on va vous déduire les heures qui seront payées par l'autre famille. Alors, normalement, il faut payer plein pot. Et moi, j'étais en mode bon. Le mec, en fait, il me faisait toujours de la peine, en fait, le directeur de la crèche, parce que vraiment, il était beaucoup en train de s'excuser. Donc, je me suis dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même respecter le préavis, parce que c'est dans le contrat. Et voilà, au début, c'est ce que je me disais. Donc voilà, on a retiré notre fils de la crèche. Je suis revenue la semaine d'après chercher les affaires. Donc on avait envoyé un mail au monsieur, au directeur, pour dire que voilà, notre décision c'était de le retirer. Mais j'avais rencontré, donc moi comme je me lançais aussi dans mon projet associatif à fond, on avait déposé les statuts, etc. En fait, je me disais plus c'est anormal d'être moi, juriste, de me battre pour les droits de l'enfant et de rien faire pour mon petit. Je me disais c'était anormal en fait. Et plus je rencontrais de personnes dans le cadre de l'association, plus ils me disaient mais en fait, toi, pourquoi t'as pas pris la décision de faire quelque chose pour ton fils? C'est pas un exemple pour les parents que tu essayes de former plus tard et d'accompagner en fait. C'est pas un exemple. Tu peux pas te taire sur ce droit-là, même si tu as de la compassion pour le directeur, parce qu'effectivement, il n'y était pour rien. Il faut quand même tu te dois, en raison des autres enfants qui pourront être inscrits et vivre la même situation, tu te dois de faire remonter cette information. Et effectivement, dans ces moments-là, en fait, on a du mal à se rappeler de nos propres compétences. Je dirais que c'est un peu comme l'expression les cordonniers sont les moins bien chaussés. Parce qu'au final, j'avais beaucoup trop d'empathie pour cette personne, si bien que je commençais à me dire, en fait, au final, c'est pas la peine d'en faire un drame, c'est pas la peine de faire monter l'information, le pauvre, ça va toucher sa structure, etc. Alors que c'est vraiment les personnes qui sont concernées, qui sont mauvaises et nuisibles. Mais au fond, c'était pas la bonne posture à faire. C'est pas la bonne posture à faire. Il y a eu un moment où mon enfant était quand même en danger par rapport à la mort subite du nourrisson. Il fallait remonter à quelqu'un. Donc tombe le confinement, bam, au moment où je commençais à écrire des lettres pour bien me rappeler de l'ordre chronologique des événements, tombe le confinement. Et en fait, moi, ce que j'avais prévu de faire, c'était d'aller à la PMI pour en parler avec quelqu'un et voir qu'il puisse garder une trace. Si jamais un autre parent appelle plus tard et que ça se reproduit, voilà, qu'il puisse prendre des actions. Mais au moins qu'il puisse savoir que ça s'est déjà produit. C'était ça mon intention. J'ai quand même écrit un courrier au secrétariat de la PMI de ma ville pendant le confinement parce que je ne pouvais pas me déplacer. Et pour quand même leur dire que j'allais prendre rendez-vous avec eux à la fin du confinement pour parler de la garde de mon fils, parce que je pense qu'il y a eu des faits qui sont quand même de l'ordre des faits inquiétants en fait par rapport à l'enfance, et voilà, que je voulais juste les faire remonter pour qu'ils puissent les avoir dans leur base de données. Et voilà. Et en fait, dans ce mail-là, j'ai décidé de mettre en copie le directeur de la crèche pour lui dire aussi, par la même occasion, que, étant donné que le contrat a été rompu par leur fait, par leur propre inexécution contractuelle, je ne souhaiterais pas être tenue de payer les 2 derniers mois de préavis. Donc là, à ce mail-là, j'avais vu 0 réponse. Des 2 côtés, d'ailleurs, de la PMI. Après, je comprends qu'il n'y avait peut-être plus personne pendant ce moment-là, parce qu'ils étaient tous confinés. Ok, donc se passe peut-être 2 semaines comme ça, où
En fait, peu après, donc une ou deux semaines après avoir envoyé ce mail, donc j'avais pas de réponse, je vous avais dit. Et en fait, j'ai reçu une lettre recommandée. Donc imaginez pendant le confinement où tu es déjà en train de tout désinfecter par paranoïa, il y a des gens qui vont à la poste poster des recommandés, alors qu'ils pourraient répondre par mail. Ok. Et donc c'est ce qui s'est passé, j'ai reçu mon petit recommandé, et en fait, dedans, il y a des lettres de l'ancienne directrice technique, la nouvelle directrice technique, et d'une ambassadrice apparemment, une marraine de la microcrèche, qui explique que c'était mérité que mon fils ait ce genre de méthode d'endormissement, parce que c'était un enfant que j'avais habitué au bras et que j'avais habitué au sein. Donc vous êtes en train de dire que cet enfant, du coup, méritait à chaque fois de s'endormir dans un coin de la pièce avec un chiffon sur la tête. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc super important, mais c'est que quand on le récupérait, il était dégoulinant de sueur. Donc, qui risquait aussi peut-être, je sais pas, de suffoquer. Vous êtes en train de me dire que c'était justifié. Ok. Vous regardez aussi les deux lettres, donc la directrice technique d'avant et d'après, elle se contredisait. Donc la directrice technique d'avant disait que ça faisait depuis le début qu'ils avaient mis ça en place parce qu'ils n'arrivaient pas. D'ailleurs, j'étais grave déçue de me dire qu'en fait, cette personne que je pensais bien ressentir, en fait, était tout aussi. Je ne dirais pas le mot. Et qu'en fait, c'était déjà mis en place depuis le début. Puis l'autre directrice, la dernière directrice technique, a dit que non, c'est un truc qui s'est mis en place après, sur la demande des parents. Donc déjà, il y avait des incohérences totales entre les deux. C'était incompréhensible. C'était vraiment un torchon, tellement c'était mal, sans cohérence. On dirait qu'elle s'était même pas concertée avant d'écrire la chose. Au moins, si tu veux mentir, tu mens bien, quoi. Et en fait, ce qui m'énervait le plus, tu vois, sa carrière, il mente. Ça, je n'en attendais pas mieux d'eux. Mais il y a deux choses qui m'ont énervée. C'est que le directeur, qui était pourtant beaucoup dans les excuses, etc., à partir du moment où on a parlé de PMI, il a retourné sa veste et pour lui, maintenant, c'était notre faute. Voilà, ok. Ou alors, non, ses propos, c'était que ce que je disais, c'était un mensonge et que ça s'était jamais passé. Alors qu'il s'excuse, mais il s'excuse de quoi au final, si ça s'était jamais passé? Et par contre, ce qui m'avait aussi fait de la peine, c'était que même dans les deux lettres, donc l'ancienne directrice technique et la nouvelle, à aucun moment il mettait la faute sur Glaive. Et aussi, ce qui ressortait le plus, c'était que mon enfant avait vécu ce qu'il avait vécu. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que pour une structure qui se dit respectueuse des enfants, tu peux mettre l'enfant pas mettre l'enfant comme responsable, quoi. Donc j'ai trouvé ça d'une bassesse. Je trouve ça vraiment d'une bassesse et je me suis dit bon bah déjà c'était la meilleure décision qu'on ait prise de retirer et de pas leur faire confiance pour la suite. Et en fait je me suis même dit que en fait ces personnes-là, peu importe ce que tu allais dire, elles allaient toujours essayer de le retourner contre toi. Par exemple, de parler du fait que mon fils s'endormait au sein. C'est devenu quelque chose pour dire qu'il n'était pas prêt à être gardé en mode de garde puisque il avait l'habitude de s'endormir au sein. C'était devenu limite une attaque pour lui. Ok. Et voilà. Enfin, même là, quand je vous dis ça comme ça, j'essaie de mettre ça loin dans ma tête parce qu'à chaud, j'étais vraiment dévastée. J'ai d'autres vidéos à vous montrer sur ça. C'était pas possible parce que tu finis par douter de toi, tu finis par douter de ton enfant. Était trop difficile alors que vraiment, pour être honnête avec vous, surtout à partir des 4 mois, mon fils, fallait le verser 5 minutes, c'était bon. Fallait le verser 5 minutes, c'était bon. Si vous avez mis un matelas au sol, ou si on avait essayé de trouver des solutions ensemble, on aurait vraiment pu changer les choses. Pourquoi? Parce que moi, à partir du moment où je me suis dit je sentais qu'il était prêt, donc c'était plutôt aux alentours de ses 5 mois et demi, j'ai senti qu'il était prêt à dormir dans ses siestes dans un lit à barreaux parce que dès que je le posais, il avait plus le réflexe, vous savez, de tendre les bras vers moi. Et voilà, il avait plus ce réflexe, c'est le réveiller. Parce que c'est ça qui le réveillait tout le temps, mon fils. Quand il était plus petit, qu'on pouvait l'embailloter, c'était plus simple. Et après, on n'a plus pu parce qu'il pouvait se retourner. J'ai déposé sur le lit à barreaux et depuis, il fait que d'en faire ses siestes dans le lit à barreaux. Et depuis, même, il n'a pas envie d'avoir de contact. Donc, depuis ses 5 mois et demi, en fait, il n'a pas besoin d'avoir de contact. Alors, certes, c'est une période assez longue et compliquée. Mais sur 5 mois, alors, ça faisait quoi? Ça faisait 2 mois et demi garde, s'ils avaient attendu, ou 3 mois de garde. Ça aurait été des moments assez compliqués, mais au final, ça aurait été un problème qui aurait été résolu. Mais là, il n'y avait même pas de remise en question sur leur manière de faire à eux. C'était vraiment sur notre fils. Alors que honnêtement, pour niveau organisation, ils auraient vraiment pu mettre bien en amont, essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, conjointement, que moi je ferais à la maison, qu'ils feraient ici. Là, il n'y avait même pas ça. En fait, c'était vraiment assez
limite triste de voir un manque d'organisation comme celui-là. Donc là, j'ai pas fini, je me suis pas remise dedans parce que c'est vrai qu'on a eu le déconfinement et tout est passé assez vite. Mais je vais pas lâcher le bout, je vais rencontrer la PMI pour faire remonter cette information. Moi, je veux juste la faire remonter pour que si jamais ça arrive à un autre enfant, on puisse pas dire que c'est jamais arrivé, qu'on puisse pas mentir et qu'on puisse pas dire que ça s'est jamais passé parce que moi, je serai là pour en attester. Voilà, donc ça, je suis même fatiguée là de vous en avoir parlé parce que ça m'a fait replonger dans de vieux souvenirs, de mauvais souvenirs. Mais voilà, la morale de cette vidéo, c'est pas de s'apitoyer sur mon sort, hein, loin de là. La morale sur cette vidéo, c'est de vraiment bien chercher. Son mode de garde. C'est vraiment hyper important. On peut se préinscrire, malheureusement la plupart du temps c'est comme ça que ça se fait parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour les modes de garde collective. Vous pouvez chercher en amont votre mode de garde, ça c'est même obligatoire en fait, surtout pour les grandes villes. Par contre, quand vous le faites donc pendant que vous êtes enceinte et que vous devez mettre votre enfant en garde, prenez vraiment en compte les besoins de votre enfant. Si vous voyez que votre enfant a vraiment besoin de contact, si vous voyez que votre enfant est vraiment très très proche de vous, si vous voyez que votre enfant est encore demandeur des bras ou que vous avez vraiment le ressenti qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit plus attentif avec lui, que l'on peut le faire dans un mode d'accueil collectif, n'ayez pas de scrupules. Bon, ça coûte de l'argent, c'est vrai, mais dans ce cas-là, tournez-vous vers une assistante maternelle ou un relais d'assistante maternelle parce qu'elles ont beaucoup plus de temps à consacrer à un enfant. Et aussi, le truc, c'est que vous aurez vraiment un interlocuteur privilégié. Donc là, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que à 4 voix, moi j'étais perdue. Il y en a un qui me dit un truc, le jour d'après, quelqu'un d'autre me dit autre chose. Enfin, c'était vraiment difficile. Après, c'est vrai que ça cible que cette micro-crèche. Dans beaucoup d'autres micro-crèches, j'imagine que c'est beaucoup plus structuré, mais là, c'était vraiment le cas. Là, vous aurez une personne qui va tisser un lien avec votre enfant. Même si, bien sûr, c'est parfois très effrayant de se dire notre enfant va rester qu'avec une seule personne quand on entend toutes les histoires de bébés secoués. Mais vous pouvez aussi le voir comme une tata, comme une tati, quelqu'un sur qui votre enfant pourra se reposer. Et je pense que c'est quelque chose que je ferais pour mes autres enfants, c'est de voir vraiment leur capacité, la possibilité qu'ils ont d'aller ou non vers un mode d'accueil collectif ou plus individualisé dans un premier temps. Et il faut savoir que votre enfant n'est pas responsable en fait. On peut vous dire oui, vous l'avez habitué à ci ou ça, ou votre enfant il est capricieux. Ça n'a rien à voir, hein. Tu fais pas de caprice quand t'es petit. Je voulais juste préciser une chose, c'est que la microcrèche était plus chère que l'assistante maternelle. Là on va payer 75 € par mois, alors que la microcrèche on payait 230 € pour les mêmes heures. Et tout ça va vous faire penser que votre enfant n'est pas assez bien en fait, que votre enfant n'est pas normal, que votre enfant n'est pas légitime à avoir des droits. Voilà. Et ne tombez pas dans ce cercle vicieux en fait. Dites-vous vraiment que c'est votre enfant et votre enfant en fait. Votre enfant est tel qu'il est, il est unique et à son âge, c'est très bien possible de voir un enfant qui n'est pas demandeur et qui s'adapte assez vite dans un mode d'accueil collectif et avoir un autre enfant mais radicalement opposé qui a plus besoin d'attention, de tendresse, de maternage proximal. Voilà. Et ça, c'est la nature qui fait ça. La nature est belle et la nature est riche. Et c'est pas pour autant qu'il faut se dire qu'on doit tous rentrer dans des cases. Et là, je suis très heureuse de savoir que mon fils sera gardé dès septembre par une assistante maternelle avec qui on a pu faire des entretiens, etc. Donc qui va vraiment beaucoup nous rassurer, qui a pris en compte ses besoins. Aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes besoins. Mon fils maintenant, au contraire, c'est plutôt lui qui a besoin de liberté, qui court partout et qui fait plein de choses, quoi. Et vraiment, si vous voyez quelque chose d'anormal, n'hésitez pas, franchement, enlevez votre enfant d'un mode de garde. Ça peut être chiant niveau organisation, ça peut être dur niveau organisation, etc. Mais dès que vous pouvez, faites-le. Moi, il s'est quand même écoulé 1 mois avant que je puisse le faire. Mais je l'ai quand même fait. On a fini quand même par le faire parce qu'effectivement, avec le travail, on n'a pas pu le faire avant. Mais ne gardez pas l'impression de vous dire que vous êtes bloqué dans une situation. Votre enfant, c'est la prunelle de vos yeux. Et s'il faut batailler pour défendre ses droits ou le protéger, il faut le faire. Ça peut faire mal, ça peut être compliqué, surtout si vous avez la pression de la part des modes de garde qui arrivent, parce que j'ai eu pas mal de témoignages sur ça, où voilà, il y a des structures de crèches qui font la pression aux parents qui essayent de faire remonter des informations, par exemple auprès de la PMI ou autres, qui font de l'intimidation. Mais ne vous laissez pas avoir, c'est votre droit en fait. Et plus ils font ces genres de magouilles, plus il faut y aller en fait, plus il faut y aller et pas avoir peur.